L'émotion, c'est la particule de Dieu. C'est elle qui donne du relief à nos vies. Privés d'émotion, nous ne serions que des pantins sans âme, des Pinocchio sans la magie. Mais toute médaille a son revers. Nous vivons aujourd'hui un émotionnel négatif, c'est-à-dire un trop-plein d'émotions toxiques. L'état émotionnel de la civilisation est à l'image de l'état de la planète. Pour ne pas sombrer dans un chaos psychique, il nous faut réinstiller des émotions bénéfiques dans la machine, rééquilibrer la balance. Rien de mieux pour combattre le négatif que le positif. C'est l'objectif d'Empreinte émotionnelle, une émission imaginée et présentée par Christophe Hague, écrivain, prof à EM Lyon, chercheur en psychologie sociale et explorateur défroqué de l'univers infini des émotions. Christophe va à la rencontre de maîtres Jedi, d'éveilleurs et d'éveilleuses de conscience qui ont le goût des autres. En s'inspirant d'eux, nous pouvons tous améliorer notre empreinte émotionnelle. C'est tout bon pour vous? Ouais, ça va. Ouais. Bon, salut Fred. Salut Christophe. Je suis super content que tu sois ici. On te connaît comme un super animateur, comme un producteur à succès, et notamment comme un gentil notoire. Et là, j'avais un truc à te montrer. C'est un petit sondage que j'ai réalisé auprès de 1085 Français. Et je te laisse découvrir le truc. Donc on y va tout de go là. Ah oui. Parce que moi j'ai pas le temps de te demander toi comment tu te sens là tout de suite parce qu'on parle d'émotion. Oh bah si tu veux, dis-moi. Bah je te pose la question, comment tu te sens là tout de suite? Je suis super content. Un peu de trac? Bah toujours, hein. Mais je crois que C'est quoi justement? Viens, on analyse la peur. Peur de quoi? c'est pas une peur, c'est juste j'ai envie que tu te sentes bien. Moi, tu sais, je suis dans l'empathie des gens. Et je me sens super bien. Et j'ai juste envie que tu sois à l'aise. Et mais je le vois dans ton petit sourire. Ça me contagione positivement. Ouais, on va en parler de ça. Donc il faut que je regarde ce qui a marqué. Donc type de personnalité que la société actuelle promeut. Du verbe promouvoir le plus. Alors, d'après les gens que tu as interviewés, ils pensent qu'on met des personnalités narcissiques. C'est vrai. Je peux te donner un exemple? Ah bah vas-y. Moi, je suis fasciné. Par exemple, j'ai appris que son nom va me revenir. Kim Kardashian a je sais plus combien de millions de followers. Je me demande si c'est pas 150 millions. C'est assez effrayant quand on y pense. Mais comme moi, je connais pas ses programmes, je sais pas ce qu'elle fait. Donc, je vois bien un peu le personnage. Hein. Donc, ce qu'elle met en avant, c'est qu'elle a fait fortune. Donc, c'est très étrange. Mais moi, j'ai un ami extraterrestre imaginaire, hein, même quand je suis à jeun. Et j'adore dire, ben voilà, nous, les sapiens, tu vois, on célèbre le gars... c'est pour ça que ça me plaît ta question. On célèbre quelqu'un qui a accumulé. Un peu étrange quand on y pense. Donc oui, personnalité narcissique, je suis d'accord avec les gens que tu as interviewés. La personnalité machiavélique. Est-ce qu'on met en avant les gens machiavéliques? Je ne sais pas s'ils sont dans la lumière, je ne sais pas s'ils sont populaires. On peut imaginer qu'il y en a qui tirent les ficelles, sans être conspirationniste ou complotiste. Mais oui, j'en ai croisé dans ma vie. Mais je ne sais pas si c'est ceux qu'on met en avant. La société actuelle promeut des personnalités psychopathiques. Ça veut dire quoi? Eh ben, tu sais qu'ils sont un petit peu déséquilibrés émotionnellement et qui peuvent faire des trucs un peu foufou. Mais tu penses pas aux serial killers, des trucs comme ça? Alors ça, c'est l'extrême. D'accord. Maintenant, voilà, c'est des personnes qui vont être un peu obsessionnelles, qui vont être très dark sur toi, qui vont émettre beaucoup d'émotions toxiques, qui vont faire beaucoup de mal, te placer l'autre dans des positions un peu malaisantes, en position d'infériorité. Mais on les connaît, ces gens, mais est-ce que tu penses que la société les promeut ou les médias les en font? Je pense que les gens les repèrent. C'est-à-dire quand tu bosses avec, t'as ton boss comme ça qui est tout le temps, tu vois, derrière ton dos, qui te met une pression un peu folle, qui t'appelle à 1h du mat, etc. Là, on commence à rentrer un petit peu dans ce sujet-là. Il y a pas mal de gens qui sont entourés, en fait, de ces enflures toxiques. Et on les retrouve, des posts. Tu as raison, c'est pas les médias font la promotion. Dans mon cerveau, c'était déformé ta question. C'était qui on célèbre dans les médias. Non, c'est alors oui, effectivement, dans nos sociétés, les pervers narcissiques peuvent s'en donner un cœur joie. On va dire ça comme ça. Les personnalités altruistes en 4e position. C'est bien ce qu'on déplore, toi et moi. Les personnalités honnêtes. Alors, c'est une vision pessimiste quand même. J'ai pas cette vision-là. Et les personnalités gentilles. Alors là, c'est génial comme sujet parce qu'effectivement, je connais bien ce sujet. Moi, dès le début de ma carrière, il y avait des articles sur moi en disant « Le gentil Lopez ». Et ma sœur institutrice, directrice d'école maternelle, aujourd'hui, elle me disait « Mais c'est quoi le métier dans lequel tu vis où gentil est une insulte ?» Et donc, en fait, j'avais compris qu'il y avait un côté... Et donc, c'est vrai qu'il y a un truc très marrant autour de ça, c'est cette idée que c'est pas sincère. Ou alors cette idée, ce qui est communément admis, c'est qu'il y a une forme de naïveté.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette naïveté crée de l'agressivité chez les autres. Alors, on pourrait vraiment se demander pourquoi. On pourrait leur demander pourquoi, d'ailleurs. Et donc voilà. Et quand on dit gentil, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à mettre optimiste avec. Donc voilà. Donc la personne est gentille. Et je dois faire quoi après? La question. Regarde, j'appuie là. Et là, il y a un deuxième sondage. Alors, le top 10 de ce que la société ringardise le plus. Alors, la société actuelle, d'après les gens que tu as interrogés, ringardise l'ennui. Alors, effectivement, bon, c'est vrai que l'ennui n'est plus d'actualité. Avec les réseaux sociaux, etc., on est sollicité tout le temps. Et même nous, enfants, je pense que ma génération, en tout cas à 54 ans, on s'ennuyait. Et les chercheurs nous expliquent que c'est là qu'il y a de la créativité. Et c'est vrai que les parents qu'on a été, on faisait en sorte que nos enfants aient plein d'activités. Donc, c'est vrai que l'ennui... c'est pas le truc à la mode, effectivement. La société ringardise la foi. Alors là, c'est pareil. C'est vrai que si on parle de foi religieuse, bon, ça n'a pas bonne presse, quelle que soit la religion aujourd'hui, d'ailleurs. Bien que moi, je connais des gens qui ont la foi et j'aimerais bien croire en Dieu. Malheureusement, je ne crois pas dans leur Dieu monothéiste. Moi, je suis plutôt animiste, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on met forcément en avant. Alors, la société ringardise la courtoisie. Je suis moyennement d'accord. Je crois que la courtoisie, c'est une forme d'acte politique. Je pense que dans la vraie vie de tous les jours, c'est une arme. Voilà, je le pense sincèrement. Parce que finalement, même ceux qui n'y croient plus, ils sont bien contents d'y avoir affaire. En quatrième position, donc, la société ringardise la gentillesse. Je sais pas, encore une fois, je comprends ce que les gens qui sont interrogés veulent dire. Ils aimeraient bien qu'on ait la sensation que c'est plus mis en valeur. Après, j'ai une conviction un peu différente. Moi, je pense sincèrement que 80% des gens sur Terre sont formidables. Et ça a été étudié scientifiquement, je crois aussi. Et que l'homme est bon envers l'homme. C'est ça. Alors, en plus, là, effectivement, si tu me lances sur ce sujet, il y a un bouquin que j'aime beaucoup. Alors, il y a le tien, dont je parle souvent. La contagion émotionnelle. Christophe Hack, je la conseille. Je conseille ce bouquin à beaucoup de gens, vraiment, sincèrement. Vous allez comprendre comment fonctionne notre société et comment on fonctionne dans nos neurones miroirs. Je fais ta promo, mais en face de toi. Et puis, il y a un bouquin qui s'appelle Humanité, une histoire optimiste. Oui. Et donc, Rutger Bregman, c'est un historien. Et c'est un historien jeune, il a 35 ans. Et il est aux Pays-Bas. Et en fait, lui, il nous fait quasiment la preuve qu'en fait, l'homme est bon. Contrairement à l'idéologie dominante, en fait. Et même les philosophes débattent depuis des années là-dessus. Mais en fait, il nous montre même à travers l'histoire, en fait, des trucs assez incroyables. Et c'est pour ça que c'est la gentillesse. Moi, je crois sincèrement que la majorité des gens sont gentils, sauf quand ils ont peur. Ça peut être un vrai sujet, puisque je sais que quand on parle de la contagion émotionnelle, c'est vrai que quand les gens ont peur, ils sont pas toujours gentils, forcément. Et puis ensuite, il y a la bonté, ça se rejoint un peu, la fidélité qui est ringarde, d'après les gens qui ont interrogé, la timidité, qui est craquante, en fait, on le sait. Ah oui. Le silence, effectivement, n'est pas à la mode. Et moi, quand j'annonce que je fais des retraites de silence d'une semaine, en général, j'étais chez Yann Barthès à la télévision. T'imagines, sur des plateaux télé en direct, avec de la musique. Ça paraît complètement anachronique, en fait. Mais c'est vrai que j'invite tout le monde à découvrir le silence. La douceur. Est-ce que la douceur est ringarde? C'est toujours pareil. C'est effectivement... on va dire que dans la fiction, quand on regarde Netflix ou les plateformes, il n'y a pas de gens gentils, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'histoire. Pour qu'il y ait une histoire, pour qu'on soit captivé, il faut qu'il y ait du relief, des aspérités et des forces antagonistes. Donc c'est pour ça qu'on va regarder Hannibal Lecter. Mais ça, c'est la fiction. Dans la vraie vie, honnêtement, la douceur, c'est quand même quelque chose là aussi qui est puissant. C'est-à-dire que les gens qui sont doux, ils attirent en général. Donc il ne faut pas croire que... C'est pas parce que les médias n'en parlent pas que dans la vie, hors écran, la douceur n'est pas quelque chose de fantastique. Et l'humilité. Alors évidemment, quand on dit la société, si on parle de la société médiatique, elle va pas mettre des gens humbles, parce que les gens humbles, ils sont pas devant des caméras. D'ailleurs, les gens qui nous regardent disent, mais pourquoi vous êtes devant des caméras? C'est une vraie question. C'est vrai. C'est une vraie question. Et donc, effectivement, souvent, la télévision ou les médias mettent en avant des prêcheurs, des gens qui ont quelque chose à dire, à convaincre. C'est pour ça que moi, tu as démarré tout de suite, bam, 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 j'allais te demander, mais qu'est-ce que tu attends de moi, en fait? Parce que moi, c'est vrai que j'aime bien interviewer des gens, j'ai moins l'habitude, moi, de raconter des choses, et donc je voulais savoir ce que toi, tu attendais de moi. Donc là, j'ai essayé de réagir à tout ce que tu m'avais dit et mes sensations. Est-ce que ça te convient? C'est très, très bien. Et justement, tu as abordé à un moment la contagion aussi négative, tu vois, toxique, tout ça. Là, on le voit pas, là, dans notre champ, mais juste devant toi, il y a un énorme écran de télé.
Qu'est-ce que ça t'inspire, toutes ces chaînes d'actualité en continu, les BFM, les LCI, CNews, tout ça? Qu'est-ce que ça t'inspire aujourd'hui? Alors moi, j'aurais adoré que tu me poses la question sans les citer, mais on va garder, parce que tu les as tous cités comme ça, personne ne se sentira concerné. Oui. Alors, c'est très intéressant parce que d'abord, il y a une série qui s'appelle Black Mirror. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Donc, Black Mirror, c'est ces écrans noirs. Hein. C'est les écrans. Imaginons une vie, notre vie, c'est super compliqué, ça devient de la science-fiction sans écran. Je laisse un silence parce que c'est compliqué d'imaginer. Maintenant, ça fait partie de notre existence. Mais sans écran. Donc, on va dire sans tumulte. Sans la fureur, en fait, sans l'hystérie, sans des jingles incroyables, sans des gens qui veulent attirer votre attention, etc. Et c'est pour ça qu'au fond, moi, c'est vrai que je connais bien le monde des médias, je connais bien le monde des infos continues. On va en parler dans un instant, je vais donner mon regard là-dessus. Mais c'est rajouté à ça, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux. Quelque chose que je connais moins bien. Et là, j'invite les gens à regarder un documentaire sur Netflix, qui est un grand paradoxe, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Voilà, parce que là, on découvre que les fake news sont 6 fois plus diffusées que la vérité. Et donc, du coup, c'est ça qui est hallucinant. Michel Serres, qui était mon philosophe préféré, a laissé vraiment un legs avant de partir en expliquant que la société, au fond, aujourd'hui, les humains sont confrontés à une crise de la vérité. Et c'est intéressant, comment on va se sortir de ça. Et lui, il dit, il va falloir transformer l'outil. Parce que tout ça, c'est un outil. Et donc, c'est ça qui me rend optimiste, en vérité. Tu sais, quand j'étais petit, il y avait 10 000 morts sur les routes, parce que les voitures, ça tue. Aujourd'hui, il y en a 3 000. Donc, ça veut dire qu'en 30 ans, alors qu'il y a plus de gens qui conduisent, plus de voitures en circulation, et d'un seul coup, on a réussi à utiliser, à se servir et à juguler cet outil. Voilà. Donc, les écrans, aujourd'hui, est-ce qu'ils en rajoutent au malheur du monde ou est-ce qu'ils apaisent? Vous avez la réponse. Je sais que tu la connais, la réponse. Mais voilà, c'est assez clair. Et ce que je voudrais te dire, c'est que pour avoir travaillé dans les chaînes info et tout, c'est vrai qu'ils ne se la posent pas comme ça. Moi, j'adore faire la provocation quand je vais dans une chaîne info. J'y vais plus depuis longtemps, mais quand j'étais accueilli pour faire la promo de mes émissions, le patron venait me saluer et je lui disais, dis-moi, alors je prenais un petit air condescendant, je disais, dis-moi, tu penses que tu es acteur ou témoin de la sinistrose dont on parle? Et il souriait parce qu'il se posait pas vraiment la question comme ça. Parce que quand on est embauché, qu'on a un salaire, qu'on doit ensuite rendre un travail, qu'on soit journaliste, reporter ou rédacteur en chef, il faut remplir l'antenne. Et il y a des journaux toutes les demi-heures, il faut mettre quelque chose, il faut raconter une histoire. Donc on est dans cette logique-là et notre attention, elle est portée sur quelles histoires on va raconter. Et en plus, il y a un petit effet banc de poisson. C'est-à-dire que quand on est dans une chaîne info, les mecs regardent ce que le concurrent a fait, ce que l'AFP a raconté, ce que le Parisien ou France Info à la radio. Et donc, en fait, c'est comme un banc de poisson un peu hystérique qui va vers des histoires qui ne reflètent pas, on va dire, les faits. Je ne vais pas parler de la réalité parce qu'il y a une réalité par personne. Mais en revanche, les faits, ce sont des chiffres, ce sont des datas, ce sont des données sur tout ce qui nous fait peur. Et il y a un homme que j'aime beaucoup citer qui s'appelle Hans Rosling, qui était un Suédois statisticien, médecin statisticien, et qui a écrit beaucoup de livres, mais son dernier s'appelle Factfulness. C'est en français le livre, mais le titre c'est en anglais, Factfulness. Et il nous fait la preuve qu'il n'y a pas de rapport entre nos peurs et les dangers qui nous menacent. Tu sais que 9 peurs sur 10 aujourd'hui dans la société sont totalement factices. Hein. Tu penses des à quoi, décors vas-y en carton-pâte à la Ray Harryhausen, tu souffles dessus. Alors vas-y, ça donne des exemples. T'en as beaucoup qui sont liés aussi au physique. Tu sais, maintenant avec tout voilà, les mannequins, le visage symétrique, le rapport taille-hanche, les gens se projettent là-dedans et ont déjà une angoisse de ne pas répondre à ces canons de beauté. Donc parmi les peurs, il y a la peur de ne pas correspondre. Il y a celle-ci. Il y a la peur qui est liée à l'incertitude, mais ça, c'est propre, je veux dire, à toute espèce. En fait, tu évolues normalement dans un cadre qui n'est pas si confortable que celui qu'on a aujourd'hui. Et donc, les gens ont beaucoup, beaucoup de difficultés à sortir de ça. Et il y a une peur aujourd'hui qui est exagérée, qui est aussi celle pour ses enfants. Alors, ok, il n'y a peut-être pas le boulot, voilà, c'est peut-être pas les 30 glorieuses. On a peut-être, voilà, il y a Covid, etc. Mais derrière, cette peur est aussi supra-exagérée. Et tout ça cumulé, ça te donne un espèce de cocktail Molotov qui fait que les gens sont totalement drivés à ça. Tu es téléguidé aujourd'hui à la peur. Mais à des peurs qui ont vraiment pas de raison d'être ou qui sont juste en surintensité. Et le problème, c'est que ton cerveau, il se laisse un peu berner, il sort l'artillerie lourde et derrière, c'est extrêmement énergivore parce qu'il a envie de tout gérer et de réguler cette peur, de l'étouffer, Et ça, c'est coûtant, en fait.
en termes d'énergie. Pour le cerveau, pour ton corps, en termes physiologiques. Mais c'est vrai que c'est important ce qu'on se dit. Moi, quand tu m'as dit que tu faisais un podcast, j'étais content parce qu'effectivement, c'est une parole qu'il faut entendre, ce que tu as à transmettre. Alors, tu choisis finalement d'interviewer d'autres gens, mais c'est très important parce que moi, je te cite souvent quand je parle de ce sujet-là. Parce que tu as apporté finalement, une vision à ce que moi je sentais. Donc, les médias, d'abord, si on demande aux gens quelle est l'émotion la plus répandue dans la société, très spontanément, tout le monde dit la peur. Alors, peur de quoi? Peur du virus, peur du chômage, peur des migrants, peur des attentats, peur. Donc, c'est la peur. Ok. Mais Hans Rosling, dans son livre, nous explique, d'abord, on va parler, après, on verra les conséquences de la peur, hein, même si elle est factice. Mais du coup, par exemple, 51% des Américains pensent que quelqu'un de leur famille peut mourir dans un attentat. Or, le pourcentage de mourir dans un attentat, quand on est aux États-Unis, il est proche, je pense, que le nôtre en France, c'est 0,0 je ne sais plus combien. Donc, il n'y a pas de rapport. En fait, 51%, c'est fou. Et ça marche pour beaucoup de choses comme ça. Et donc, évidemment qu'il y en a qui nous entendent, qui disent « Mais c'est pas possible, regardez tout ce qu'on nous montre. » Alors, est-ce que ça n'existe pas? On me dit. Alors, si, ça existe. Mais ça ne reflète pas... Comment expliquer? Ça ne reflète pas la société. C'est-à-dire, en fait, les médias, les écrans, on va parler des écrans après avec l'info au clic, mais les médias en général vont nous raconter que des histoires spectaculaires. Donc c'est à la marge, c'est forcément à la marge. C'est parce que sinon, il n'y a rien à raconter. On dit, ouais, c'est zoom x 300. Voilà. Et donc à partir du moment où nous, on ne voit que ça, on a l'impression que c'est ça qui nous montre. Et bien sûr que la plupart des gens disent, c'est bizarre parce que ça ne ressemble pas à ma vie de tous les jours. 100% des gens disent ça. D'accord? Mais ils ont l'impression que c'est parce qu'ils sont privilégiés. Mais partout, c'est dans tous les milieux, les gens pensent ça. Hein. C'est pas que dans les milieux privilégiés financièrement. Tout le monde a l'impression que sa vie, elle est beaucoup plus calme que ce qu'il voit dans les écrans. Donc c'est fou qu'on s'interroge pas plus que ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, qui est très important. C'est que les médias, c'est du storytelling. Voilà, moi je peux témoigner là-dessus. Toi, tu vas nous expliquer les conséquences de la peur. Mais en fait, quand on fait une école de journalisme, on nous apprend, nous ne sommes pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Et c'est vrai que moi, j'avais 23 ans, je trouvais la phrase rigolote, et puis je dis, bah oui, j'imaginais mal le présentateur dire, Madame, Monsieur, bonsoir, le Paris-Dijon est à l'heure, ainsi que le Toulouse-Agen. Mais les gens qui travaillent à la SNCF savent que 99,9% des trains arrivent à l'heure. Donc, c'est une distorsion de la réalité. C'est vrai qu'on parle de la SNCF que quand il y a une grève, un accident, etc. Donc, c'est une distorsion de la réalité. Ça n'a pas de rapport avec la réalité. Et cette distorsion, eh bien, elle est... Comment ça va? Elle s'applique à 100% des sujets traités. C'est important, je laisse un silence, parce que 100% des sujets traités, c'est une distorsion de la réalité. Et donc, c'est ce que tu appelles ça un carton-pâte. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est pour ça que je dis souvent, imaginez sans écran. Ah, d'un coup, le monde, c'est quoi? Le monde, c'est ce qui se passe autour de moi. Où que vous soyez, bah, c'est ce qui se passe autour de vous. C'est votre voisin de palier, que souvent on ne connaît pas parce qu'on est sur les écrans. C'est les gens, les commerçants en bas de la rue. C'est les gens qui auraient besoin de nous au coin de la rue, à qui on pourrait poser une seule question. De quoi avez-vous besoin? Et on verra après qu'on peut changer le monde avec cette question. J'ai des exemples concrets à donner. Donc, oui, les médias renvoient une image anxiogène, même eux ne peuvent pas le nier, d'accord? Mais encore une fois, ils le font de bonne foi. C'est important de le dire. C'est-à-dire que dans les... Il y a une vidéo extraordinaire que je vous invite à regarder. Donc, c'est Hans Rosling, donc, encore une fois, qui est sur Internet et qui est dans une chaîne info. Et il a un dialogue avec un présentateur de chaîne info, je pense, suédois. Et à un moment donné, l'extrait commence et on voit bien qu'ils viennent d'avoir cette conversation qu'on est en train d'avoir. Et le présentateur, de bonne foi, c'est important de le dire, de bonne foi dit « Enfin, vous ne pouvez pas nier que le monde est fait de chaos, de guerre. » Et là, il lui dit « You are wrong !» Enfin, il parle en suédois, mais il roule l'air. Je ne savais pas qu'on roulait l'air en suédois. Et là, il dit, par exemple, vous avez parlé du Nigeria tout à l'heure. Je ne me souviens plus si c'est le Nigeria ou le Libéria, parce que ça date un petit peu, mais il parle d'un pays en Afrique et il dit « En fait, vous avez dit qu'il y avait eu un attentat, un mort, un blessé. Et j'ai une compassion énorme pour les familles qui ont été touchées. Mais pourquoi vous n'avez pas dit que dans ce pays, cette année, il y a eu des élections démocratiques comme jamais dans ce continent? Pourquoi vous n'avez pas dit que il y avait que la place des femmes est extraordinaire par rapport au reste des pays voisins? Pourquoi vous ne pouvez pas dire que l'éducation a été hallucinamment en progrès par rapport à toutes ces années précédentes? Parce que ça n'est pas spectaculaire. Et donc voilà, il faut comprendre un truc, c'est que les médias ne parlent que de ce qui est spectaculaire. Et il y a plein de choses qui ne sont pas spectaculaires, mais qui vont dans le bon sens. Et d'ailleurs,
tout va dans le bon sens. Et là, c'est très important qu'on entende cette phrase. C'est pas de moi. Il y a un philosophe, encore une fois, qui est Michel Serres, qui avait écrit un livre qui s'appelait... son titre, c'était « C'était mieux avant ». Et sur le titre, il y avait entre parenthèses marqué « Ça tombe bien, j'y étais ». Et il raconte, alors, avant, on avait Hitler, Mussolini, Staline, vous avez quoi? Voilà. Et les historiens sont là pour témoigner. En fait, le monde ne s'est jamais aussi bien porté. Alors, c'est dur à entendre parce que on a l'impression que c'est la catastrophe, que c'est le chaos et qu'on va dans le mur. Mais en fait, évidemment qu'il y a des sujets, on va les voir, comme l'écologie, mais où c'est plus grave qu'avant. Mais sur le reste, le monde ne s'est jamais aussi bien porté. Ça ne veut pas dire qu'il va bien. Alors c'est vrai que il s'est jamais aussi bien porté sur la famine, sur la violence sur Terre, etc., sur des guerres. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va bien, ça veut dire qu'il ne s'est jamais aussi bien porté. Ça va dans le bon sens. Maintenant, dire qu'il y a de la souffrance, des injustices, des inégalités, oui, oui et oui. Et moi, je suis ravi qu'on en parle. Ça veut dire qu'on se rend compte plus que jamais, à la bonne heure. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu la question. Qu'est-ce qu'on peut faire face aux fléaux qui sont dans nos sociétés? Je vais citer un exemple qui me bouleverse. C'est une association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant, qui a été créée par un couple qui était à l'époque quinquagénaire, qui se retrouve au Cambodge. Vous allez voir le pouvoir de l'être humain. Imaginez ça appliqué au reste de la société. Ils sont au Cambodge et ils tombent sur la décharge à ciel ouvert, des enfants. Imaginez cette scène, vous voyez des enfants croiser le regard d'un enfant qui est pieds nus dans une décharge, dans la puanteur, et qui est en train de ramasser des trucs. C'est pas des super-héros, donc comme chacun d'entre nous, ils se sont mis à crier, à pleurer, mais beaucoup d'entre nous seraient repartis parce qu'on se sentirait impuissants. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils décident de rester, et ils posent une seule question. Imaginez cette question posée partout sur Terre, mais vous la posez une seule fois dans votre vie. Si tous les êtres humains posaient cette question une seule fois, mais je veux dire, vous changez le monde. Et ils demandent aux enfants, de quoi vous avez le plus besoin? J'ai cette question. Et les gamins disent, de manger. Alors, Christian et Marie-France Despalières, ils s'appellent, débarquent avec des seaux de riz. Ils leur donnent à manger. Et puis ils posent la même question. De quoi vous avez le plus besoin maintenant? Et les enfants disent se laver. Ils arrivent avec des tuyaux. Et de quoi vous avez le plus besoin maintenant? Ils disent se changer. Alors là, ils partent en France. Ils vont voir leurs amis. Ils font une petite tournée en camping-car. Et puis, ils vont récolter de l'argent et des vêtements. Et ils vont habiller ces enfants. Et là, ils leur posent la question, de quoi est-ce que vous avez le plus besoin? Et les gamins disent, aller à l'école comme les autres. Et là, ils amènent un instituteur dans des baraquements. Aujourd'hui, regardez le site de Pour un sourire d'enfant. Regardez le film qui s'appelle Les Pépites qui raconte cette histoire. C'est un film documentaire. Et dans ce film documentaire, vous allez voir des enfants qui avaient 8 ans, qui sortaient d'une décharge, qui aujourd'hui sont managers dans un grand hôtel. Et donc, il y a 10 000 enfants qui ont été sauvés. 10 000 enfants. Juste un petit couple. Et quand on dit à ce couple, alors Christian n'est plus là, mais Marie-France, quand on lui dit, parce qu'elle est en larmes quand on parle de ça, je dis, qu'est-ce qui vous émeut? Dit la générosité des gens. Nous, on est impressionnés par elle. Et elle, c'est la solidarité que son élan a provoqué. Et c'est juste, on parle de 2 êtres humains qui sont allés en enfer. C'est-à-dire que, on pourrait penser que le reste du monde, c'est une catastrophe, mais là où ils étaient, c'est l'enfer. Pourquoi? Le génocide cambodgien, comme tous les génocides, c'est absurde. Mais celui-là, il est encore plus absurde. Quand on s'intéresse à l'histoire, ça n'a aucun sens. Il y avait au moins 3 millions de morts. Tous les survivants sont des polytraumatisés, donc des gens qui ne sont pas faits pour être parents. Donc l'enfance qu'ils ont rencontrée sur ces décharges, c'était une enfance à l'abandon. Donc vous imaginez, vous arrivez en enfer avec une question que j'appelle magique, et ils ont réussi à changer le monde. D'accord? Donc, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu m'as posé la question des écrans. Oui, les écrans nous donnent une vision anxiogène. Ne parlons pas des infos au clic sur Internet. C'est encore pire que tout. Et là aussi, vraiment, j'invite à regarder tous ces documentaires avec ces repentis du net qui disent, nous, on pensait relier les gens, on pensait sincèrement. Ils étaient sincères aussi, hein. On pensait que les gens allaient être connectés. Et oui, on peut envoyer des photos de chat à notre grand-mère, mais il y a aussi beaucoup de trucs. Donc, évidemment, les écrans polarisent la société. Puis voilà, c'est important pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, mais maintenant ça a été prouvé, c'est-à-dire qu'en fait chacun d'entre nous, avant on était informé par le JT ou alors on lisait un journal d'opinion, un journal de droite, de gauche. Là maintenant, chacun d'entre nous a une vision du monde qui est différente parce qu'avec les préférences, etc., tous les algorithmes et tout, du coup personne n'a la même vision. Et il n'y a plus de place au débat, hein, c'est un cliché de le dire maintenant, c'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord, les gens attaquent le messager. Alors que le désaccord n'est pas le désamour. On pourrait très bien débattre de tout, parler de tout. Et puis nos différences, c'est une richesse, c'est pas un cliché. Rendez-vous en terre inconnue, le programme que j'ai fait pendant 15 ans, a montré ça. On va voir des gens qui ne nous ressemblent pas, et en fait, en apparence, mais en fait, on se ressemble. Donc,
effectivement, toi et moi, on n'a pas la même vision du monde que la plupart des gens. Et c'est une représentation du monde qui est un peu triste parce qu'elle est anxiogène et elle ne reflète pas les faits. Et donc, oui, il faut être vigilant par rapport aux écrans. C'est une réalité. Et le paradoxe, c'est qu'on est en train de parler dans des écrans. Et donc, c'est convertir l'outil. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils? Et on peut créer de la solidarité, c'est sûr. Et là, tu me tends une perche. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de négatifs qui peuvent passer à travers ce petit écran. Il y a aussi du positif, comme le reportage dont tu parlais, le documentaire, d'ailleurs qui est très intéressant parce que ça montre la hiérarchisation des besoins. Tu pars du besoin le plus primaire, finalement un besoin un peu plus évolué. Et pour nous, chercheurs, c'est top. Tu regardes ça à la loupe grossissante, c'est génial pour la compréhension du genre humain. Et là, ma question, elle est la suivante. Ce petit écran, on peut aussi en faire quelque chose de bien. Tu parles, on peut le convertir en quelque chose de bénéfique. Si aujourd'hui, tu avais quartier libre, que ce soit sur Netflix, à la télé, etc., budget illimité, aucune contrainte sur le script, sur le scénario, rien. T'es libre. Fred Lopez, libre. Tu fais quoi comme émission aujourd'hui? Alors déjà, c'est génial ce que tu dis parce que toujours Michel Serres disait, vous savez, avant il y avait quelques émetteurs et beaucoup de récepteurs. Donc il y avait l'ORTF, ou alors France 2, TF1, France 3, par exemple, pour parler de notre pays, et beaucoup de... Bon, aujourd'hui, il y a autant d'émetteurs que de récepteurs. Voilà, tu deviens émetteur. Si on t'avait dit un jour que tu ferais ce qu'on est en train de faire là, tu vois ce que je veux dire? Et tout le monde peut le faire avec un téléphone. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Tout à l'heure, je suis en train de dire quelle puissance et quel pouvoir on avait en disant de quel est votre besoin. Et l'autre pouvoir et l'autre puissance, c'est que chacun d'entre nous peut agir. Et moi, j'ai un voisin qui m'a appelé parce qu'il veut faire un journal des bonnes nouvelles. Alors, je l'ai prévenu de quelque chose. Le journal des bonnes nouvelles, ça ne marche pas, malheureusement. Pourquoi? Parce que là, je parle au chercheur, c'est-à-dire que les émotions positives, on m'a toujours dit c'est comme du téflon, les émotions négatives, c'est du velcro. Donc, si tous ces médias existent, c'est parce qu'il y a une offre et la demande. Et que naturellement, le public, lui, il va vers ce qui lui fait peur. Bon, mais il faut être conscient de notre mécanisme. C'est pour ça que c'est important le travail de décryptage que tu fais. Parce qu'une fois qu'on a compris comment on fonctionne, alors d'un seul coup, on est attentif à ça et d'un coup, on dit mais qu'est-ce qui me fait du bien? Voilà. C'est important parce qu'avant de voir quel genre de programme on peut faire, c'est ok, vers quoi je vais? Je vais que vers des trucs qui me font peur parce que c'est comme ça. La peur, ça nous attire, etc. Ça nous protège d'ailleurs. Hein, c'est pas par hasard. Et donc en fait, donc déjà, c'est qu'est-ce qui me fait du bien? Comment je me sens à la fin d'un JT ou à la fin de ce que je viens de regarder? Comment je me sens? Donc c'est important de se poser cette question d'avant. Ça, c'est la question de base avant tout le reste. Comment je me sens? Alors c'est vrai que la méditation, ça aide beaucoup à ça. C'est observer comment je me sens, comment je me sens. Et à partir du moment où on est connecté à comment on se sent, alors du coup, on va aller vers ce qui nous fait du bien. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qui nous fait du bien? Moi, ce qui me fait du bien, c'est le truc qui me donne la pêche et qui me donne de l'espoir. Tout ce qui me donne du désespoir ou de la tristesse, je vais pas vers ça. Honnêtement, hein. Donc, je slalom, comme tout le monde. Et donc, à partir de là, je vais répondre à ta question. Qu'est-ce que moi, je ferais? Alors, j'ai essayé de le faire sur des médias comme France Télévisions, mais je vais pas te cacher que ça fait 5 ans et que j'ai toujours pas convaincu. Et moi, je rêve de faire un magazine qui s'appelle Au pire, ça marche, qui est un magazine sur les solutions. Parce que j'ai la sensation que l'exemple est contagieux. Toi, tu parles de la contagion émotionnelle. Je pense que, au même titre que la peur est contagieuse, l'espoir est contagieux. Voilà. Mais le truc, c'est comment le raconter. Évidemment, si on dit aux gens, je vais te raconter une histoire formidable, les gens, ils vont pas vers les histoires formidables. Par contre, si on dit, je vais te raconter une histoire, bon, on sait pas comment ça se termine, bien ou pas bien. Là, on est peut-être plus intrigué. Et donc, du coup, je rêve de faire ça. Je rêve de faire ce magazine encore où on va montrer que, au fond, sur cette planète et dans notre pays, il y a des solutions à tous les problèmes qu'on connaît. Ça paraît fou, mais c'est pas quelque chose dont on parle effectivement dans les médias de masse, mais il y a des solutions à tout. Donc déjà, c'est un truc assez dingo. Et c'est très bouleversant de voir des petits sapiens que nous sommes trouver des solutions, parce que le génie humain est incroyable. La Terre, elle a porté Hitler et Nelson Mandela. Donc à un moment donné, c'est important de se le rappeler aussi. Et donc moi, c'est vrai que je voulais faire ça à l'époque sur la télévision publique. Au pire, ça marche. Aujourd'hui, je suis en pleine interrogation et je me demande si ça va pas être finalement peut-être sur ça, sur les réseaux sociaux. Peut-être même que j'ai envie de le faire avec des youtubeurs, des gamins qui ont 15 millions de followers. Et je suis sûr que parfois, ils s'endorment le soir en se demandant mais qu'est-ce que j'ai à dire? Quand il y a 15 millions de gens qui m'écoutent, qu'est-ce que j'ai à leur dire? Peut-être que je vais avoir envie de les rencontrer et de leur parler de ça. Ça, c'était pour parler de moi perso. Mais au fond, j'ai presque envie même de faire des tutos
Moi, je crois savoir raconter des histoires, faire des reportages. Je crois qu'un jour, je ferai un tuto pour dire aux gens, voilà, comment on peut raconter une histoire simple. S'il y a quelque chose qui vous a impressionné autour de vous, il y a quelque chose qui vous a épaté, quelque chose qui vous a donné d'espoir à vous, peut-être que ça va nous en donner à nous. Alors allez-y, faites un petit reportage avec votre téléphone. Et voilà. Donc je te livre tout comme ça. Et alors n'hésitez pas à me copier. Je pourrais dire aux gens, n'hésitez pas à me copier. C'est-à-dire que là, j'ai envie de dire, c'est pas moi tout seul qui vais changer le monde, d'accord? C'est à nous tous. Donc je viens de donner des pistes à d'autres boîtes de production. J'ai donné des pistes à d'autres particuliers, etc. Mais bien sûr qu'on a des caméras, on a des manières de diffuser. C'est incroyable. Donc portons notre attention sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous donne de l'espoir, sur la coopération, sur la solidarité. Et voyons voir si on est capable de créer une culture de l'entraide. Voilà. Parce que c'est pas le cas aujourd'hui, évidemment. Le monde individualiste n'est pas dans l'entraide. On le déplore, mais ça marche aussi pour les animaux. Ça aussi, je l'ai appris. C'est-à-dire que les animaux qui sont en très haute altitude, les bouquetins, par exemple, sont dans la coopération, puisqu'ils sont en milieu hostile, comme les gens que j'ai été voir en terre inconnue, qui sont en milieu hostile. Mais dès qu'ils sont dans la vallée, que c'est l'abondance, alors ils sont plus dans la coopération. Dès que nous, on est dans l'abondance, on n'est plus dans la coopération. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc, nécessité fait loi. Et donc finalement, ce qui me rend encore plus optimiste, c'est que finalement, on l'a bien vu, en cas d'épreuve comme la pandémie, bien sûr que les JT nous parlaient de ce qui n'allait pas. Mais enfin, ils ne pouvaient pas s'empêcher à la fin, au bout de 20h40, de nous montrer des moments de solidarité. Et il y en avait beaucoup plus que ça, évidemment. Et donc, je crois qu'au fond, on aimerait que... On fait partie de ces gens qui aimeraient qu'il y ait plus de coopération, plus de solidarité. Mais les événements le provoquent, de toute façon. Et puis, il y en a plus que ce qu'on voit dans les écrans. En vrai. Si on est attentif à ça, observer dans la rue, etc., on se fait qu'un sourire est contagieux. Quand on sourit à quelqu'un, ça rend heureux 5 personnes par ricochet. Donc c'est pour ça que je suis assez optimiste. C'est vrai que les écrans ne nous montrent pas ça. Mais si nous, on est attentifs, on le voit. Et c'est surtout de se dire qu'on n'est pas seul. En fait, c'est ça la vérité aussi. C'est que chaque personne qui se sent plus sensible a l'impression d'être seule. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. On est des millions à voir ça. Dans tous les milieux. Dans tous les milieux. Et dans tous les milieux sociaux, dans tous les pays du monde. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, on va se dire que les gens gentils, comme tu dis, ou les gens bien intentionnés, bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'ont pas pris le pouvoir. Mais un jour, j'avais demandé à mon psy, c'est les forces du bien ou du mal qui l'emportent? Et il m'avait dit, ça dépend des épisodes. Il avait dû voir Star Wars. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il y a de tout. Il y a de tout. Et ce sera jamais tout blanc ou tout noir. Mais sur quoi on porte notre attention? Et donc, du coup, moi, j'ai choisi d'apporter sur ce qui me fait du bien. Voilà. Et sur notre responsabilité à produire, je te coupe, pardon, mais des petits biens, je voulais te... Et heureusement que tu me coupes parce que je fais une demi-heure par question. Mais oui, mais c'est super chouette. Je vais te faire découvrir encore celle-ci. Peut-être tu la connais, cette citation Desmond Tutu, qui est un des prix Nobel préférés de la paix. Alors, tu peux même la lire à haute voix, si tu veux. Faites le bien par petits bouts là où vous êtes, car ce sont ces tout petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. Bah, c'est la conclusion de ce que je voulais dire. Merci Desmond. Non mais, prix Nobel de la paix. Non mais, c'est la vérité, c'est ce que j'ai constaté autour de moi en fait. C'est que souvent, il y a un pote qui me dit « small is beautiful », voilà, ce qui est petit. Et souvent, ce qui nous déprime, c'est l'idée qu'on voudrait changer le monde. On est 7 milliards, comment un être humain... D'ailleurs, tous les activistes sont en burn-out. La plupart des gens qui sont activistes, ou qui sont des soignants ou des aidants, des gens qui sont dans la solidarité, dans l'aide, sont souvent en burn-out parce qu'ils prennent pas soin d'eux. Et donc, évidemment, que le premier truc, c'est prendre soin de soi, parce que sinon, on peut pas prendre soin des autres. Et j'aime beaucoup citer cet exemple très important. La première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 20 ans. Et j'ai écouté les explications très attentivement, parce que je me suis dit, en cas de problème, il faut que je sache quoi faire. Et alors, il y avait marqué, en cas de dépressurisation, les masques à oxygène vont tomber. C'est quoi l'instruction d'après? Après, c'est quoi? C'est les portes, non? On te dit. Non, sur les masques. Les masques vont tomber. Ah oui, mettez-les sur. C'est ça, c'est pas la procédure de comment tu dois le mettre. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Protéger la personne aussi à côté. Pardon? On doit aussi mettre le masque sur une personne vulnérable à côté. Ouais, mais dans quel sens? Deuxième. Bon. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, la première fois que j'entends ça, en cas de dépressurisation, les masques oxygène vont tomber. Et je me rappelle qu'ils disent, vous vous mettez d'abord et ensuite les autres. Dans ma tête, je me dis, ah bah d'accord, moi d'abord, les autres, on verra plus tard. Mais je pense à ça. Oui, en fait, il faut que tu sois, toi, sécurisé en premier. Ah oui, comment peut-on aider les autres à respirer si on respire pas? Et la métaphore est simple à comprendre. Elle est utilisée par un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Christophe André, qui est psychiatre, et qui dit, mais comment vous voulez aider les autres à aller bien si vous n'allez pas bien? Donc, si vous avez fait un massage, on va dire, mais t'es égoïste, ça va, on se fait pas chier. Mais non,
C'est que si je me fais du bien, je peux faire du bien aux autres. Ça, c'est la première truc. Et du coup, j'ai oublié la question. Oui, les petites choses. Donc, en fait, c'est d'abord se faire du bien. Et ensuite, le monde, mais c'est trop vaste et on se sent impuissant, on est écrasé par cette impuissance. Par contre, un petit truc. Moi, j'ai un pote qu'on appelle le Dalai Lama, mais c'est parce qu'en fait, il était vraiment habité par ces choses-là. Bon, mais il avait des aventures incroyables. Il me racontait j'ai dit, t'as fait quoi aujourd'hui? J'ai passé la journée avec une mamie qu'il connaissait pas, parce qu'elle était malvoyante, il l'avait aidé à traverser. Bon, déjà, la mamie, elle se dit, ah ben le monde est fait de gens formidables. Et lui, il se dit, à quoi j'ai servi? Ben, du coup, j'ai servi à quelque chose. Bon, il se trouve qu'elle est maligne. Moi, si un jour je suis malvoyant et très vieux, je ferais comme elle. Parce qu'en fait, elle lui disait, mais vous êtes musclé, vous faites du sport. Il dit, non, je fais de la musique. Ils ont passé 4 heures à parler de musique. Il était en train de lui envoyer son CD. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, finalement, ce petit rien, c'est-à-dire que lui a passé une journée incroyable et s'est senti utile. Et ce qui est hallucinant, c'est que les chercheurs ont étudié le bonheur et ils savent que un des trucs qui rend le plus heureux, c'est l'altruisme. Et un autre truc qui rend plus heureux, c'est la gratitude. Et ça va bien ensemble. Parce qu'en fait, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, il vous dit merci. Donc, en fait, vous pouvez soit faire quelque chose pour quelqu'un, soit dire merci. Un des deux. Mais en fait, c'est un peu vaste communicant. Hein. Un cercle vertueux. Ouais. Et ces deux trucs-là rendent plus heureux. Donc voilà. Donc, ça peut paraître niais. Vous savez, j'avais un article dans Télérama, je vais les citer un jour, qui avait fait un article pas très gentil sur moi et qui trouvait que je dégoulinais d'humanité. Enfin, le truc, il était à charge. Ça s'appelle Freud Lopez. Je vous invite à le lire. Vous allez voir comme c'est à charge. Mais il y avait une phrase qui m'avait choqué. Il y avait marqué Lopez poussant le ridicule jusqu'à inventer la séquence gratitude. Et sur une émission, j'avais inventé une séquence gratitude où il y avait quelqu'un qui venait remercier quelqu'un dans le public. Mais rien de t'en parler, je peux me faire pleurer. C'est-à-dire que c'était incroyable. Il y a rien qui me fait plus pleurer que la gratitude. Et voilà. Et quand on sait que c'est un des secrets du bonheur, bah, c'est génial. Donc oui, changer le monde, c'est juste un tout petit truc. Et c'est comment on appelle ça? C'est simple, c'est à la portée de tout le monde. Et surtout, ça rend heureux. Et on change pas le monde en général, on change un tout petit bout. Et c'est pas quelque chose c'est en quoi je crois, c'est quelque chose que je vois en fait. Hein. Fred, s'il y avait un truc à retenir, une forme de synthèse de tous les rendez-vous en terre inconnue. Moi, je vais te livrer la mienne. C'est-à-dire que téléspectateur, comme des millions de Français, je regardais, je pleurais, très en empathie, etc. Mais je pleurais de joie en fait. Parce que le truc qui venait, c'était toujours, je trouvais en fait une forme d'espoir. Il y avait plein de gouttelettes d'espoir en fait, qui étaient extrêmement nutritives, qui te permettaient de te redresser, d'aller vers. Toi, qu'est-ce que tu as retenu toutes ces... Parce que toi, tu les as vus en plus en vrai, en chair et en os. Et je les ai pris dans mes bras. Tu les as pris dans tes bras. Et surtout, ils m'ont pris dans leurs bras et ils m'ont sauvé la vie. Parce que partout où j'ai été, sans eux, je serais plus là. Moi, le message, c'est... Il y en a 1000, mais... Mais attends, on développe. Quand tu dis ça, c'est fort quand même. Sans ça, je serais plus là. C'est-à-dire que... Bon, le message, c'est n'ayons pas peur des autres. D'accord, je le dis avant de me perdre dans ce que je vais... Parce que là, tu me lances sur quelque chose qui est important, c'est mon existence, mais c'est n'ayons pas peur des autres. Et moi, je crois que j'avais besoin de me rassurer. C'est-à-dire qu'on ne transmet que ce qu'on a envie de recevoir. C'est-à-dire, au fond, ce que toi, tu as envie de dire aux gens, c'est quelque chose que toi, tu aimes entendre, et inversement, moi, c'est pareil. Et donc, j'ai eu envie d'aller voir voilà, des gens qui ne nous ressemblent pas, qui vivent au-delà du cercle polaire, qui vivent dans le désert, dans la jungle. Et j'ai vu, en fait, l'incroyable capacité d'adaptation de l'être humain. C'est-à-dire qu'en fait, nous, le petit sapiens, on s'adapte à tout. Mais regarde comment on s'adaptait aux masques. Si on nous avait dit, il y a 3 ans, qu'un jour, tout le monde porterait des masques dans la rue, mais en général, on se marrait quand on voyait quelqu'un qui venait d'Asie et qui avait un masque. Et puis finalement, c'était devenu... Moi, j'étais ému, j'avais de la tendresse pour nous, en fait, de nous voir, nous adapter comme ça. Donc, l'incroyable capacité d'adaptation de l'être humain et l'incroyable capacité de coopération. Puisque partout où je suis allé, c'était des endroits très hostiles et les gens sont dans la solidarité, dans le lien, etc. Ce qu'évidemment, on a perdu sur le chemin de la modernité. Mais aujourd'hui, le manque est tellement criant que tout le monde en a besoin. Donc on y revient. Et donc, c'est ça que ça m'a appris. Voilà, il y a 1000 trucs, hein. C'est cette idée qu'on se ressemble pas en apparence, on a des traits différents, on a des couleurs différentes, des couleurs de peau différentes, des modes de vie différents. Mais au fond, moi, j'étais dans les yeux comme on est là, avec des gens... c'est à raconter parce que ça se mélange. S'imagine en morphing ce qui se passe dans mon cerveau, si je pense à tous ces humains qui m'ont raconté. Donc, je vois à quel point on est fait du même bois. C'est-à-dire, en fait, on a un besoin d'appartenance très fort
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se marrent plus que nous. C'est pas parce qu'ils sont plus heureux. Il y a beaucoup de joie parce qu'il y a qu'à voir le terrain inconnu pour comprendre. Hein. Tous les invités me disent, mais pourquoi ils sont plus heureux que nous? Ils se marrent plus que nous parce qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort, qui est très compliqué chez nous à trouver. Et puis, l'être humain a peur du rejet. Le pire pour un être humain, c'est le rejet. Et donc, c'est important de ne pas rejeter les autres et puis d'avoir de la compassion pour nous quand on a été rejeté. Parce que tout le monde a vécu du rejet une fois dans sa vie. Tout le monde a vécu du rejet de sa famille, d'une classe, parce qu'il était trop grand, trop gros, trop noir, trop je sais pas quoi. Et donc, du coup, et puis on sait que le rejet, ça peut faire du très dangereux. Beaucoup de gens disent que Hitler ne serait pas devenu Hitler s'il n'avait pas été rejeté des Beaux-Arts. Donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est ça, c'est cet être humain, il a besoin d'être en sécurité émotionnelle, affective, et rien de plus beau que de s'écouter, de s'entraider, de se comprendre. Et beaucoup de gens pensent que c'est de l'utopie. Et moi, je leur dis, non, mais c'est pas de l'utopie, les gars, je l'ai filmé, sinon vous m'auriez pas cru. Hein. D'accord ? Donc, je l'ai filmé au bout du monde, dans des endroits hostiles, avec des gens où je ne faisais pas partie de leur clan, d'accord ? Mais ils ont quand même pris soin de nous. Et puis, ils se sont livrés comme ils ont raconté des choses qu'ils n'avaient jamais racontées. Et ça a créé un lien très fort. Et puis, il y a le regard aussi. Tu vois, là, on se regarde dans les yeux. Eh bien, en terre inconnue, ça dure des heures. Vous voyez 3 minutes, mais des fois, ça dure 5 heures. Et il y a 2 traductions. Donc, c'est très, très long. Et ça crée l'attachement. Voilà. Donc, si j'étais dictateur, par exemple, je vais dire un truc très choquant, je fusillerais les gens qui refuseraient de faire un seul truc que j'obligerais à faire. Et c'est quoi ça? Si je suis dictateur, je peux. Saddam Hussein, s'il avait fait ça, ça aurait été un super dictateur. Donc en fait, moi, je continue ma blague de dictateur. Donc en fait, moi, dans la journée, il y aurait juste une sonnerie comme ça, on sait pas quand. Et où que vous soyez, vous êtes obligé de regarder les gens dans les yeux pendant 2 minutes. Et après, vous continuez vos vies. Voilà, c'est la seule contrainte qu'il y aura dans cette dictature. Et ça va changer le monde. Et c'est pas moi qui l'invente. C'est-à-dire que c'est l'ONU qui a fait des clips. On voit des gens qui se regardent pendant 15 minutes dans les yeux. Enfin, on les voit moins longtemps, mais ils ont fait en sorte qu'ils se regardent. Et ils se sont débrouillés pour que dans chaque duo, il y ait un migrant. Et il y a beaucoup de larmes. Parce qu'en fait, quand vous regardez les gens dans les yeux, au bout d'un moment, vous voyez plus les traits. Et donc, vous voyez, ça devient flou. Et donc, du coup, vous voyez le regard. Et c'est un reflet. C'est le reflet de l'âme. Enfin, c'est la fenêtre de l'âme, comme on dit. Et puis, il y a une contagion émotionnelle, pour revenir à ton sujet. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand on se regarde dans les yeux, on sait plus très bien si, d'un coup, on est frappé par la tristesse ou, au contraire, on a comment on appelle ça, on fait une projection. Mais en tout cas, c'est des vases communicants. Et moi, je le fais avec des potes des fois, ça dure 2 minutes dans les yeux, il y a 1 demi-heure de débrief. Voilà, donc j'invite tout le monde à le faire dans les yeux. Tu as une zone du cerveau, en parlant de ça, qui s'active, qui est une zone du récompense, striatum ventral. Et en plus, des expériences montrent, c'est très vrai ce que tu dis, Vas-y. que quand tu te regardes quelques minutes dans les yeux, tu as une synchronisation des rythmes cardiaques et respiratoires. C'est-à-dire que là, depuis quelques minutes, on doit être à peu près sur les mêmes battements cardiaques, mêmes rythmes respiratoires. Et là, tu as plein d'émotions positives qui passent, notamment l'amour. Donc c'est assez... Oui, et c'est important parce que quand on dit amour, tu sais, le problème, c'est qu'on l'entend dans des églises. On croit que ce mot, il est un peu démodé. Enfin, il n'y a pas un être humain sur Terre, même le plus cynique, même le plus puissant, même le plus méchant. J'y crois pas à ça, hein, méchant, d'accord ? Regardez le Joker. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça n'existe pas, la méchanceté. C'est juste des gens qui ont vécu de la maltraitance, du rejet. Même, on va appeler ça un connard, quelqu'un dans la rue comme ça. Et comme dirait le père de Michelle Obama, il disait « N'oublie jamais que derrière chaque personne, il y a le fil invisible de son histoire. » C'est quelqu'un qui vous agresse, c'est pas quelqu'un de bien dans ses baskets. Franchement, quand on est bien dans ses baskets, on n'agresse pas les gens. Donc, ce que tu appelles l'amour, qui est presque un gros mot aujourd'hui, mais c'est juste biologique. En fait, c'est juste que le petit sapiens, qui est fragile, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de sentir de la bienveillance. Et donc, oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ce que tu racontes. C'est ce qui fait notre force, hein. C'est la synergie collective. On n'a pas les incisives d'un T-Rex, on n'a pas la force musculaire d'un ours. Ce qui nous rend fort, c'est la synergie collective. C'est toutes ces mécaniques affectives, d'entraide, de fraternité, etc. Et c'est vrai que quand on vit des moments un peu compliqués, on est en PLS et on a tendance à être très narcissique, être auto-centré. Et c'est peut-être, je le souhaite surtout pas, mais c'est ça qui pourrait causer la fin de l'espèce. Hein. Comme toute espèce dominante, à un moment, t'as amené aussi peut-être à disparaître. Bon, bref, on reste optimiste. Oui, on est du côté de ceux qui ont inventé l'avion, pas le parachute. Il y a une technique, comment on appelle, d'anti-stress qui est de voir le pire. Donc, allons-y, prenons 2 minutes. On dit la fin de l'espèce. C'est vrai que, comment dire,
là, tu parles de tes peurs et je le comprends. Parce qu'en fait, je suis comme toi. C'est-à-dire que d'un coup, quand je vois comment les peurs se répandent, on se dit, bon, bah, on sait bien dans l'histoire de l'humanité, quand les gens ont peur, c'est un peu du grand n'importe quoi. OK? Et c'est pourquoi je suis optimiste, parce que j'avais vu un film qui s'appelle... alors, c'était un livre au départ, de Kundera, et c'était un film qui s'appelle L'insoutenable légèreté de l'être. Et dans ce film, où ça se passe pendant une guerre civile, je crois, c'est en Tchécoslovaquie, en 68, je crois. Et du coup, en fait, on s'aperçoit que même pendant le chaos, il y a des gens qui s'aiment. Enfin, je veux dire, c'est une histoire d'amour, en fait, pendant une guerre civile. Et donc, du coup, j'ai dit ça à mon fils un jour. Je dis, écoute, je sais pas ce que tu vas vivre dans ton existence, toi, mais dis-toi que même si un jour tu as l'impression que c'est la catastrophe, ça t'empêchera pas de vibrer, ça t'empêchera pas d'aimer, ça t'empêchera pas de... Donc, c'est pour ça que je fais exprès de dire, allez, imaginons le pire. Mais moi, je suis optimiste. Pourquoi? Parce que quand j'avais 14 ans, on me parlait d'un truc qui était flippant, qui était le trou dans la couche d'ozone. Le trou dans la couche d'ozone. Mais t'imagines à l'échelle de l'humanité? Même dans un film hollywoodien, Bruce Willis, il peut rien faire, là. Hein. Eh ben, c'était réglé. C'était résorbé. Et ce que je veux dire, c'est que tous les sujets dont on parle aujourd'hui, et justement, on n'en a jamais autant parlé de l'écologie, on n'a jamais autant parlé. Maintenant, quand on voit quelqu'un jeter un truc dans la nature, on a l'impression que c'est un fou. Il y en a toujours. Il y en aura toujours. Faut pas croire qu'un jour, tout le monde sera... Mais, comment dire, c'est quelque chose... Moi, je crois qu'on a un instinct de survie incroyable, l'humanité. Voilà. Donc, je pense que de toute façon, oui, on va traverser des soubresauts, mais de toute façon, il y a le génie humain. Je veux dire, on est capable du meilleur comme du pire, je le rappelle, mais aussi du meilleur, on l'oublie tout le temps. Et donc, c'est une aventure incroyable. Fred, le temps file. Je vais te poser la dernière question. C'est la question que je pose à tous mes invités. Quelle empreinte émotionnelle tu as envie de laisser de ton passage sur cette petite boule bleue? L'empreinte émotionnelle, c'est compliqué parce qu'on n'est pas mono-émotion. On a souvent dit que je faisais des programmes feel good. Alors c'est vrai que mon obsession, c'est de donner de l'espoir. Parce que ça me rend triste quand je vois... Là, je suis heureux que tu m'aies donné l'occasion de m'exprimer sur tous ces sujets qui me tiennent à cœur. Mais ça me rend triste quand je vois les gens qui me disent quand tu vois comment ça se passe en ce moment, ok, en ce moment. Ou qui sont pas conscients qu'il suffit d'aller faire quelque chose pour quelqu'un pour être heureux, etc. Donc je sais pas si c'est une émotion, l'espoir, en tout cas, je peux pas dire la joie, parce que la joie... moi, j'aime bien la profondeur et la légèreté. Voilà. Donc je suis attiré par les gens qui sont profonds et légers. Et c'est pour ça que j'étais ravi de passer ce moment avec toi. Merci Fred, c'était super cool. Merci à toi. Merci.